Pour le moment, on s'est surtout concentré sur les dragons européens, mais comme on l'a vu, des dragons, il y en a partout. Partout? Partout, il y a même des dragons africains dont personne ne parle. Enfin, pour le moment. Et si les dragons européens sont beaucoup plus connus par chez nous, de l'autre côté du continent eurasien, il y a un autre type de dragon. Aujourd'hui, on va parler de ceux d'Asie. Et vous allez voir, ça va aller assez vite. Pourquoi j'ai l'impression que cette affirmation est fausse? Première question importante, c'est quoi un dragon d'Asie? Non, parce qu'on est bien gentil de dire dragon d'Asie, dragon oriental, mais autant je trouve qu'il y en a plein pour dire que la vouivre c'est pas un dragon, alors que ça en est toujours un. Autant je trouve qu'il n'y a pas assez de monde pour dire que ça et ça c'est pas le même dragon. Parce que oui, les dragons asiatiques, tout comme en Europe, il n'y en a pas qu'un. Donc on va pas parler d'un seul dragon, mais de plusieurs. Et on va commencer par la Corée. Alors si par chez nous les dragons sont devenus des engences du mal, encore merci aux chrétiens, du côté asiatique c'est tout l'inverse. Ici ils ont gardé leur nature presque divine, sage et surtout exit le feu brûlant des enfers, le dragon d'Asie il est lié à l'eau. C'est notamment eux qui apportent la pluie en Orient, ce qui les ramène un peu plus au mythe fondamental du dragon, même si eux y retenaient les eaux. Et les plus vieux dragons du continent oriental se trouvent en Corée, les Yang, c'est le nom des dragons. Enfin, du moins, les Yang, ce sont les dragons les plus puissants et protégeant le ciel. Mais on peut en trouver deux autres sortes, le Yo, dragon de l'océan sans cornes, et le Kiyo dans les montagnes. Et à part leur lieu de résidence, il n'y a pas vraiment de différence entre les trois. Et encore, parce que les trois vivent à proximité de l'eau quand même, principalement dans des grottes marines. Ou du côté des volcans, mais ça c'est pour ne pas avoir froid l'hiver. Ils sont tellement liés à l'eau que leurs œufs passent de blanc à doré quand ils sont immergés. Tiens d'ailleurs, pendant qu'on en est aux œufs, il faut 3000 ans pour que la progéniture des dragons de Corée brise sa coquille. En l'occurrence, 1000 ans dans l'eau, 1000 ans dans les montagnes et 1000 parmi les hommes. Mais ce n'est pas non plus la seule façon de voir apparaître un dragon. Laissez-moi vous parler de l'Imugi. Cette créature est un proto-dragon, un serpent géant qui aspire à en devenir un. Notez que ça ne fait pas beaucoup de sens, on a vu dans la première vidéo qu'un serpent mythologique c'était déjà un dragon. Et donc, pour que ce Wyrm devienne un dragon, il y a deux possibilités. Survivre 1000 ans, ce qui rappellera sans doute les renards du pays voisin, ou alors attraper une Yeoichu, une sphère divine tombée du ciel, qu'on pourrait aussi appeler Chintamani. C'est mignon. On pourrait donc dire que c'est littéralement une boule du dragon. C'est ça, c'est le Dragon Ball! D'ailleurs, le pendant de la Chintamani, ce serait la pierre philosophale par chez nous. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. Faut vraiment qu'on en parle un jour. Parmi les mythes que l'on retrouve autour de ces dragons, on peut parler de l'histoire du pêcheur et de la carpe. Un jour, un vieil homme attrapa une carpe lors d'une session de pêche. Voyant le poisson pleurer, il le prit en pitié et le relâcha dans l'eau. Le lendemain, un jeune garçon se présenta à lui, le fils du roi dragon des mers et accessoirement la carpe qu'il avait sauvée la veille. La question c'est pourquoi un être qui peut être un dragon ou un humain décide de se changer en carpe et d'aller nager, pile poil là où il risque de se faire hameçonner. Bref, le vieil homme est invité au palais du roi dragon des mers et reçoit en récompense une perle pouvant lui offrir la richesse. Sauf que, sur le chemin du retour, il se fait piquer sa perle. Heureusement, son chat et son chien décident d'aller la récupérer, et menacent la souris vivant chez la voleuse de leur dire où se cache l'objet du délit. Et j'ai l'impression de vous vendre le prochain Pixar. La perle en gueule, les deux animaux rentrèrent à la maison. Problème, il y avait une rivière à traverser. Donc le chat prend la perle dans sa gueule et monte sur le dos du chien, le canidé demandant souvent à son compagnon s'il tenait bien la perle. C'est bon, tu as la perle? Ouais. T'as toujours la perle? Oh. Tu tiens la perle, hein? Oh. Est-ce que tu as toujours la perle? Oh. Et la perle, elle en est où? Oui, je l'ai, ta perle. Merde. Voilà. Le chien rentre donc à la maison après avoir engueulé le chat, alors qu'on rappelle que c'est quand même de sa faute, le chat qui de son côté préféra rester proche de la rivière. Et alors qu'il mangeait un poisson, il tombe sur un os, sur une arête. C'est une expression, en fait il tombe sur la perle. Tout content de son trésor retrouvé, il rentre à la maison et le vieil homme décide que le chat pourra vivre à l'intérieur, alors que le chien restera dehors. Et c'est depuis ce jour que les deux animaux se détestent. Que l'un de vous me réponde. Sommes-nous débarrassés du chien? Alors maintenant, pourquoi est-ce que le dragon coréen serait l'ancêtre de tous les dragons d'Asie?
Eh bien, pour ça, on va devoir parler de son apparence physique. Alors, évidemment, il a la forme d'un Look Dragon, mais il se différencie aussi par ses yeux de lapin, son ventre de grenouille, et une barbe plus longue que ses cousins. Mais la partie importante, c'est la griffe. Un dragon coréen possède 4 griffes à chaque patte, mais selon une légende, s'il part à l'ouest ou au sud, il va lui en pousser une 5e. A l'inverse, s'il part à l'est ou au nord, il va en perdre une. Ce qui explique pourquoi les dragons chinois possèdent 5 griffes et ceux du Japon seulement 3. Et tant qu'on est dans le dragon coréen, il existe une variante, le Giliang, qui est un dragon, mais avec une tête de poulet. C'est leur version de la Cocatrix. Attendez 2 minutes. Quoi? La légende, elle est jolie, mais elle est un peu fausse. Les dragons asiatiques, ils sont pas nés en Corée. C'est une légende qui a été longuement crue, mais ces dernières années, des archéologues ont trouvé dans la province de Henan, en Chine, qui est connue comme étant le berceau de la civilisation chinoise, des statues de dragons qui sont, du coup, antérieures aux dragons coréens. Ils ne peuvent donc pas être leurs descendants. De toute façon, le Yang, il y a beaucoup de chances qu'il soit inspiré du Naga indien. Ok, prochaine région alors. Eh ben, on est parti sur le Vietnam. Alors, le dragon vietnamien, c'est un peu compliqué, parce qu'il a plein de gueules différentes. Oui, on a toujours une tendance à dire que le dragon asiatique, c'est selon machin, mais en vérité, sa forme, elle a évolué avec le temps. Ainsi, les premiers dragons qu'on a trouvés n'étaient pas des Look Dragon, mais un Glooby-Boulga de plein d'animaux. Appelés Giao Lang, ils avaient des caractéristiques de chat, d'oiseau, de rat et même de crocodile. Ce qui ne va pas s'arranger quand on va passer à la dynastie Ngo. Le dragon prenant la taille et la tête d'un chat avec une nageoire dorsale. Voilà une combinaison qu'on n'avait pas encore vue chez les dragons. Ce qui nous amène à la dynastie Li, où il va prendre une forme un peu plus connue avec son corps allongé, ses petites pattes et gardant les nageoires de ses ancêtres. Mais c'est au niveau de la tête que le dragon va se différencier. En effet, ce dragon ne possède pas de cornes, mais une crête sur l'avant de son museau. Il avait aussi de sphères magiques, Shao, qui représente la noblesse et le savoir. Il pouvait aussi modifier la météo pour aider à la pousse des récoltes. Mais ils n'auront pas toujours ce rôle, puisqu'arrivent les seigneurs Tran quelques siècles plus tard. Durant cette période, il va déjà changer physiquement, devenant plus robuste, sa crête va se raccourcir, il va gagner des cornes et ses écailles vont également avoir plusieurs motifs différents. Mais leur symbolique va aussi évoluer, ce ne sont plus des animaux nobles, mais ils sont à présent liés aux arts martiaux, ce changement étant dû notamment aux invasions mongoles de l'époque. Et si vous vous dites que c'est bon, on a le dragon vietnamien, eh bien toujours pas, parce que la dynastie Tran, elle va laisser place à celle de Lemak. Limak. Je sais pas comment ça se prononce. Le dragon redevient alors majestueux, exit les cornes et la crête, on remplace le tout par la tête de lion et leurs pattes passent de 3 griffes à 5 pour une raison que j'ignore. Ce qui nous amène à la dynastie Nguyen qui va apporter les dernières modifications, gardant la tête de lion mais aussi donnant des cornes de cerf, une nageoire et des moustaches, devenant ainsi à ce moment le symbole de l'empereur. Et au-delà de ça, les dragons vietnamiens n'ont pas vraiment de légende. Ils sont pour le pays beaucoup plus symboliques, représentant la prospérité et le pouvoir. Ils ont parfois eu un rôle dans la riziculture selon les époques, mais ils n'ont jamais réellement interagi avec le peuple directement. Ce qui nous amène à... Du côté de l'Inde, les dragons sont très différents. Ce ne sont pas des Look Dragons, mais des Wyrms, et c'est une créature dont vous avez déjà sans doute entendu parler, le Naga. Alors, le Naga, c'est déjà une bestiole qui est compliquée à expliquer, parce que selon les histoires, ça change. Tantôt ce sont des créatures divines, tantôt semi-divines, parfois mi-hommes, parfois pas mi-hommes, parfois complètement hommes. Bref, encore un beau bordel. Sans compter que les Nagas, il y en a aussi en Indonésie, au Sri Lanka, au Laos, au Cambodge, au Tibet, et ils ont tous leurs propres caractéristiques. Donc on va se contenter de dire que ce sont à la fois des Nagas et des esprits de l'eau. Ils sont nés de l'union de Kashipaya et de Kadru et sont exclusivement masculins. Mais on a déjà vu des femmes Nagas. Exactement, sauf que leur nom, c'est pas Naga, c'est Nagin, ou Nagini. Au-dessus de tous ces serpents se trouve le Nagaraja, le roi des Nagas. Pour ce qui est de l'hindouisme, on en recense 3. Shesha, le dévot de Vishnu qui soutient la terre, Vasuki, dévot de Shiva, et Takshaka, dévot de rien du tout. Par contre, le bouddhisme possède aussi ses Nagarajas, mais ils sont beaucoup plus, donc on va même pas prendre la peine de les citer. Habituellement, le Naga n'a qu'une seule tête, mais ce n'est pas pour ça que tous les serpents mythologiques de la région se ressemblent. Par exemple, Kaliak est un Naga à 3 têtes, représentant à la fois la trinité hindouiste, mais également les 3 royaumes. Il vit au fond de l'océan et est un gardien des richesses. Anotak, tant qu'à lui, a 5 têtes et représente les points cardinaux. Quand bien même,
il y en a que 4. Mushlentak a 7 têtes et est lié à tout ce qui correspond au chiffre 7. Il est le gardien des 7 mers et des 7 montagnes, il représente les 7 jours de la semaine, on le retrouve sur les 7 merveilles du monde, chaque tête porte le nom d'un nain de Blanche-Neige. Bon, j'exagère pour les 2 dernières, mais vous avez l'idée. Et enfin, le dernier, non des moindres, Vasuka, qui a 9 têtes. Exactement. Alors lui, c'est celui qui gouverne la Terre et représente le pouvoir des 9 directions de l'univers immortel. Rien que ça. Ça y est, on y est. Sans doute l'un des 2 dragons les plus célèbres de l'Orient, le dragon chinois. Alors quand on vous dit dragon et Chine, le premier qui devrait vous venir en tête, c'est celui du zodiaque chinois. Sauf que c'est précisément celui dont on ne va pas parler, parce qu'on pourrait faire une série de vidéos entières sur les signes du zodiaque à travers le monde. Donc on va garder ça pour une prochaine fois. Mais ne vous en faites pas, le dragon chinois recèle d'autres secrets. Et pour les Chinois, les dragons sont très importants, on les retrouve partout. Que ce soit dans les légendes, les fêtes, les arts, même leur expression. D'ailleurs, la relation entre la créature et le peuple, elle a débuté avant même que le peuple existe. Ainsi, il y a des milliers d'années, une femme du nom de Fang Deng, ou Renzi, les registres de l'époque étaient pas super bien tenus, traversait les montagnes du pays de Shu. Au-dessus de quoi? Non mais, Shu c'est le nom du pays. Ça veut dire qu'il y a un royaume en dessous? Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un dragon. C'est quand même le thème de la vidéo. Et en voyant l'animal à écailles, elle est tombée enceinte. Parce que les dragons, ça féconde par télépathie. Et c'est ainsi que naquit Yandi, le descendant de Shenong. D'ailleurs, les deux sont parfois la même personne. Shenong, c'est le premier empereur rouge, titre que reprendra son descendant quelques années plus tard. Et lui aussi, il est lié à un dragon. Mais dans son cas, sa mère a juste respiré les vapeurs d'un dragon, provoquant une grossesse de 9 jours, avant que l'empereur ne naisse avec une tête de taureau. Comment? Le lien entre dragon et minotaure? C'est une très bonne question. Shenong, c'est aussi celui qui va apprendre aux Chinois à se servir des herbes médicinales, dont le cannabis. Pour ce qui est de Yandi, l'autre empereur rouge, il s'est associé à Yangdi, l'empereur jaune, reconnu parfois comme étant petit-fils de dragon également, et ensemble ils ont contribué à fonder la Chine, poussant le peuple à se définir comme enfant de dragon. Fusroda? Bon, on va continuer à avancer parce qu'on n'en a pas fini avec les dragons chinois, parce qu'il n'y en a pas qu'une sorte. Les dragons, c'est comme les Power Rangers, il y en a de toutes les couleurs. Bon, en vrai, il y en a que 6, mais c'est déjà pas mal. Le dragon rouge est le dragon de la chance, c'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour décorer les maisons en Chine. Le dragon noir, lui, symbolise la vengeance, ce qui explique que certains membres de gangs se les tatouent. Et dans l'ancien temps, ils étaient aussi associés aux catastrophes naturelles. Les dragons blancs, on pourrait croire qu'ils sont associés à la mort, puisque c'est souvent le cas en Chine, sauf que dans le cas des dragons, ils représentent la pureté et la vertu. Pour ce qui est des dragons bleus, vert, bleu-vert, c'est selon ce que vous préférez. Ouais, on rappelle qu'à l'époque, bleu et vert, ça avait le même nom pour eux. Bref, le dragon bleu-vert représente la croissance des plantes, et enfin les dragons jaunes qui représentent la sagesse et le pouvoir, et étaient donc associés à l'empereur, tout simplement. Et ce n'est pas tout, parce que ces 5 couleurs de dragons représentent les rois dragons, ou les dieux dragons, et ils ont aussi leurs propres caractéristiques. Et c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a les rois dragons, mais il y a aussi le roi dragon, qui combine les fonctions des 5 autres. Et il a cette tronche-là, donc il ressemble même pas à un dragon. Et c'est encore plus compliqué si on rajoute que le roi dragon existe dans d'autres panthéons, où il est juste le roi des dragons sans pouvoir ou fonction supplémentaire, et aux ordres de l'empereur de Jade. Mais pour en revenir à nos 5 rois dragons, la légende elle est très vieille, pour dire Confucius en parlait déjà. Ces rois dragons sont liés à une région selon les points cardinaux, et une saison. On a donc le blanc à l'ouest pour l'automne, le noir au nord pour l'hiver, le bleu-vert à l'est pour le printemps, et enfin le rouge au sud pour l'été. Ce qui nous laisse avec le 5e, le jaune, qui est au centre, et représente la fin de l'été. Et ce n'est pas tout, mais promis, après on a fini avec les rois, parce que les 4 dragons cardinaux sont aussi les rois des 4 mers. Ainsi, le dragon bleu-vert se nomme Awang et est le gardien des mers de Chine orientale, et accessoirement le dragon des 5 animaux gardiens. Animaux qui récupéreront les couleurs de ces dragons. Aoquin au sud, gardant la mer de Chine méridionale, Aoran à l'ouest avec le lac Qinghai, et enfin au nord Aoshan ou Waoming, lié au lac Baïkal. Et au-dessus de tout ça, il reste un dernier dragon de couleur, le dragon d'or. Et il fait quoi lui? Ben c'est le dragon lié à la puissance divine et à la richesse. Donc tu veux dire qu'il y a des dragons de toutes les couleurs qui sont considérés comme étant des dieux rois dragons?
mais c'est le dernier qui est lié aux divinités. Ouais. Et encore, ce n'est toujours pas tout. Je vous ai dit que la mythologie c'était un bordel, parce que là, on a parlé des couleurs de dragons. Mais il y a aussi les types de dragons. Par exemple, si jamais je vous demande de me dessiner un dragon chinois, il y a beaucoup de chances pour que ça ressemble à ça. Eh ben, laissez-moi vous présenter Ying Long. Oui, c'est un dragon typique asiatique, mais avec des ailes. On va pas rentrer plus que ça dans les détails parce qu'encore une fois, il y a plein de textes qui en parlent et il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Mais en résumé, c'est l'ancêtre de tous les dragons, il contrôle les saisons et est lié à l'empereur jaune. Mais on peut aussi citer Tianlang, les dragons célestes qui tirent les chars des dieux et gardent les palais, les Shenlong, les dragons spirituels contrôlant le vent et la pluie, Fukonlang, les dragons des trésors cachés qui gardent les trésors enfouis, naturels comme artificiels et qui sont à l'origine des volcans, Dilang, les dragons souterrains, dragons terrestres dont la mission est de gouverner les rivières et les ruisseaux, Quilang, les dragons cornus considérés comme les dragons les plus puissants, Panlang, les dragons enroulés, dragons d'eau qui habitent principalement les lacs d'Orient, les Wanglang, à l'origine de l'écriture, et enfin le roi dragon dont on a déjà parlé, ce qui clôture enfin les types de dragons chinois, sauf qu'il reste les fils. Ah oui, parce que le roi dragon, au singulier, donc pas ceux-là mais celui-là, il a eu 9 fils, chacun avec ses propres caractéristiques et ses représentations sur des objets. Alors on va faire ça vite, les gars, à vous. Bixi, la tortue, qui aime porter des choses lourdes et qui se trouve sur les pierres tombales. Kiuniu, le dragon jaune qui aime la musique et souvent représenté sur les instruments. Yazi, mi-serpent, mi-léopard, qui aime les combats et qu'on peut trouver sur les épées. Xiaofeng, l'aventurier qui orne les toits des palais. Shiwen, vivant dans les océans et qui, tout pareil, peut être vu sur les toits des palais. Pulao, celui qui pleure tout le temps et qu'on fout sur les cloches. Bi-Han, friand de procès et donc tout naturellement lié aux prisons. Susani à la tête de lion qu'on trouve sur les brûleurs d'encens, qui l'apprécient d'ailleurs. Et enfin Fuxi qu'on trouve sur les tablettes de pierre. Et là, on en a fini avec le dragon chinois. Presque, il reste un détail sur les dragons de cette région. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les dragons chinois sont quand même vachement liés au chiffre 9. Les 9 jours de grossesse, les 9 types de dragons, les 9 fils, ainsi que 9 caractéristiques, on ne s'arrête jamais. Voilà à quoi correspond exactement un dragon chinois. Sa tête est celle d'un chameau, ses cornes sont celles d'un cerf, ses yeux sont ceux d'un lièvre, ses oreilles celles d'un taureau, son cou celui d'un iguane, son ventre celui d'une grenouille, ses pattes celles d'un tigre, ses griffes celles d'un aigle, et ses écailles celles d'une carpe. D'ailleurs, c'est en Chine qu'il y a la fameuse légende de la carpe qui remonte la rivière pour devenir un dragon. Pokémon, tout ça, tout ça. Et justement, puisqu'on parle des écailles, les dragons en possèdent 81, ou 117 selon certains, soit 81 écailles pour le Yang et 36 pour le Yin, ce qui correspond à chaque fois à un multiple de 9. Tout ça parce que le chiffre correspond à la magie et au pouvoir. Et là, je crois qu'on en a fini avec la Chine. Bon, le Japon. Si on vous parle de dragon asiatique, c'est forcément l'un des deux pays auxquels vous allez penser. Et oui, le dragon, il est très présent dans le folklore japonais. Par contre, ne parler que de ce dragon, c'est encore une fois un peu réducteur. Pour cette dernière partie, on va parler de celui que l'on nomme Ryu. À toi. Ryu est un orphelin recueilli par Guken qui lui enseignera les arts martiaux à côté de son ami Ken Masters. Quoi? Bah, c'est pas le bon Ryu. Ryu, c'est le nom qu'on donne au dragon japonais. Ah! Bon, le dragon japonais il ressemble beaucoup au dragon chinois, mais il a quand même quelques caractéristiques différentes. On a déjà parlé des griffes, 5 contre seulement 3, mais on peut aussi aborder leurs cornes qui sont beaucoup plus droites, ou encore l'absence de crinière. Mais leur plus grande différence est leur tempérament. Les dragons chinois ont une tendance à être bienveillants, alors que les dragons japonais... beaucoup moins. Voir la légende de Yamata no Orochi dont on a parlé dans la première partie. J'ai retrouvé mes notes. À part ça, ils reprennent aussi pas mal de légendes de leurs homologues chinois. On retrouve par exemple les différentes couleurs ou les 5 rois. Les dragons seraient d'ailleurs les descendants de Jinmu, le premier empereur du Japon. Rien que ça. Chez les Grecs, les rois descendent des dieux. Au Japon, les dieux descendent carrément des empereurs. Mais plutôt que de se répéter sur les caractéristiques et légendes communes avec les pays voisins, on va plutôt se concentrer sur les différents dragons et leurs mythes. En commençant par Mizushi, un dragon d'eau qui est parfois représenté avec des nageoires comme un plésiosaure, parce qu'il n'y a plus de limite. La légende principale à son sujet se déroule en 379, aux abords du fleuve Kawashima, où notre dragon tuait tout ce qui passait par là. Et c'est à ce moment que débarque Agatha Mori avec la fâcheuse envie de faire passer notre lézard de vie à trépas. Sauf qu'un dragon, ça ne se tue pas comme ça, donc il prend des calebasses et il les jette à l'eau. Les dragons sont allergiques aux calebasses? Absolument pas. Mais alors quel intérêt?
Eh ben, il va mettre le dragon au défi de faire couler les calebasses, ce qu'il ne va pas réussir à faire sous sa forme draconique. Alors, à la place, il va se changer en cerf. Parce qu'un cerf, ça sait plus facilement couler des calebasses. Non, par contre, un cerf, c'est plus facile à buter, ce qu'Akatamori va faire. Ce qui fait que concrètement, c'est la même histoire que le chaboté. Alors, je voulais contre-argumenter, mais en vrai, c'est pas tellement faux non plus. Cependant, au XIe siècle, un dieu est apparu au même endroit. Un dieu ayant l'apparence de Mizushi, lequel demanda des sacrifices. 2 hommes furent alors choisis d'office, et au moment fatidique de passer l'arme à gauche, l'un des 2 hommes mit au défi le dragon de couler une calebasse. Non mais maintenant ils en sont même plus au plagiat des autres mythes, ils font carrément des remakes. Mais là on est encore dans les dragons traditionnels. Ce qui n'est pas le cas de la princesse Kiyo, une jeune femme qui est tombée amoureuse du prêtre Hanshin. Sauf que ce dernier, en tant que prêtre, devait surmonter ses sentiments à son égard. Donc il a pris la fuite à bord d'un bateau, ce qui n'a pas empêché Kiyo de le poursuivre à la nage, et porté par son immense colère de se transformer en ce truc. Voilà, c'est mi-dragon, mi-femme, donc on est déjà un peu plus loin que le dragon habituel. Et elle va retrouver le prêtre? Alors Hanshin, il s'est planqué sous une cloche dans un temple. Une idée bien à la con, vu que Kiyo l'a repéré et a craché du feu sur la cloche pour la faire fondre. Parce que oui, c'est un dragon asiatique qui crache du feu. Et puisqu'on en est aux femmes dragons, on va parler des Nur-Oma, à mi-chemin entre le dragon et le yokai. Ce sont des serpents avec une tête de femme, ce qui donne un résultat assez moche. Et encore, attendez de voir leurs sirènes, et qui chassent leurs victimes de façon peu commune. Dans un premier temps, elles s'approchent de la victime avec leur bébé, en demandant de l'aide pour porter le bambin. Si la victime accepte, alors l'adorable petite tête se transforme en pierre, bloquant ainsi la proie qui n'a plus d'autre choix que de se faire doucement sucer le sang. Et dans certaines versions, elle travaille avec le Yushi Oni, un autre yokai mixte entre une araignée et un taureau, ce qui rend le résultat très dégueulasse aussi. Et dans ces versions, c'est lui qui bouffe la victime. Et enfin, on va finir en beauté avec le Wani. Alors le Wani, ça peut avoir cette forme. Voilà, c'est assez classique pour un dragon japonais. Alors pourquoi tu en parles? Parce que le Wani peut aussi avoir cette forme. Mais c'est un dragon japonais qui ressemble à un crocodile. On le retrouve principalement dans 2 légendes. La première où un lièvre blanc désire quitter son île et demande au Wani de se mettre en file pour qu'il puisse les compter en marchant sur eux. Arrivé au dernier Wani, qui se rend compte qu'ils se sont fait berner, ce dernier tente de le manger mais n'arrive qu'à arracher ses poils. Le lièvre fut ainsi nu comme un ver, jusqu'à ce qu'une divinité vienne lui proposer une solution pour le remplumer. Rempoiler. La seconde nous raconte la légende de Toyotama Hime, fille du dieu Watatsumi qui, au moment d'accoucher, reprit sa forme natale, celle d'un Wani. Bon, elle avait honte d'avoir pris cette forme devant son mari, lui s'en foutait, y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que les japonais ont un dragon qui ressemble à un crocodile, ce qui est assez différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. D'autant plus que la bestiole serait normalement originaire d'Inde, donc devrait plus ressembler à un naga. Alors, la réponse est très simple et est plus ou moins la même que pour nos dragons, qui sont passés de serpent à saurien ailé, à savoir que le kanji pour décrire la créature est le même que pour le crocodile, et au fil des années, l'un a pris l'apparence de l'autre. Tout simplement. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimspeaker pour vous servir.